Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ravi, très honoré d'être avec Jean-Roch Houlier. Bonjour Jean-Roch. Bonjour à toutes et à tous, plaisir partagé. Ah, super. Alors Jean-Roch, vous êtes Head of Operation, Learning et Digital chez Safran et je vous laisse vous présenter sur vos grandes missions. Oui, bah, écoutez, encore merci pour, ce temps de partage. Alors en effet, comme l'indique mon titre, j'ai 2 vraiment départements à piloter. Un premier département classique mais important, hein, qui est celui des opérations, donc qui s'occupe en fait de la délivrance, de la formation, qu'elle soit présentielle, distancielle ou autre. Et puis une autre composante, la partie entre guillemets «learning» et digital, qui est plutôt axée en amont sur la pédagogie, l'innovation et évidemment tous les courants, hein, liés, au digital et pas seulement, qui alimente la pédagogie, et on va parler dans un instant évidemment des IA génératives. Alors voilà, donc c'est ce mot, ce buzzword, les IA génératives, ça fait quelques mois que tout le monde en parle et on se demande s'il y a des vraies expérimentations, tests dans les entreprises et je crois que vous faites partie des pionniers puisque vous êtes un addict de l'innovation, un addict du learning. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur vos premières peut-être expérimentations? Alors c'est vrai que, bah, comme tout le monde, hein, lorsque les systèmes et en particulier le système, ChatGPT a ouvert, hein, on est rentré dans ce que moi j'aime appeler vraiment une période d'expérimentation très intense. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à ficeler, mais évidemment, il y a un boulevard d'opportunités d'idées qui s'est littéralement ouvert, hein, avec, cette fameuse IA, générative et puis donc plus généralement l'agent conversationnel, hein, qui est ChatGPT, dans lequel évidemment nous, les hommes et les femmes de la formation, bah, comme tout le monde, on a eu envie de plonger. Alors moi, j'ai résumé quelques cas d'usage, hein, parce qu'il y a beaucoup de tests qui sont faits. Alors le premier qu'on a beaucoup partagé en entreprise, hein, en inter-entreprise, c'est tout ce qui est le mode, premier mode, que on a appelé conception, rédaction, synthèse, très puissant, où l'agent conversationnel va nous soutenir, par exemple, dans l'écriture d'un article qu'on a à monter. Par exemple, à titre inspirationnel, alors moi j'aime parler de delta mode, c'est-à-dire que je ne copie pas forcément le résultat, mais je regarde si par rapport à mes idées initiales, l'agent conversationnel n'amène pas une idée complémentaire, alternative, qui pourrait enrichir mon article. C'est très intéressant parce que ça évite aussi le syndrome de la page blanche, et ça peut donner des pistes rédactionnelles très intenses sur lesquelles ensuite on peut partir plus classiquement dans un travail qu'on aurait à faire. Donc ça, c'est un premier exemple. Toujours dans le mode conception, rédaction, synthèse, on a fait énormément de choses, que ce soit par exemple pour rédiger typiquement des biographies qui sont venues par exemple habiller nos nouvelles salles de formation. On a utilisé l'agent conversationnel pour nous faire des synthèses de bio qu'on a pu afficher sur les salles de formation, qu'on a nommées, par exemple Marie Curie, pour ne pas la citer, une nouvelle salle de formation à Safran University. Et puis plus généralement, mais beaucoup l'ont testé, on peut même travailler toujours dans le mode de conception, ce premier mode, tout ce qui est lettres de nomination, tout ce qui est slogan de formation, tout ce qui peut être d'ailleurs aussi contribution au poste du réseau social entreprise, en allant finalement très vite, puisque l'agent conversationnel, eh bien évidemment, va agréger une tonne d'informations trouvées diverses et variées. Alors on reparlera tout à l'heure évidemment des garde-fous, hein, à mettre en place par rapport à ce que l'agent nous apporte, mais c'est clairement un mode qui a été très plébiscité chez nous, donc on a appelé volontairement conception, rédaction, synthèse. Ça, c'est un premier mode. Il y a eu aussi un mode, alors là on se rapproche plutôt de l'univers de la formation pure et dure, que moi j'aime appeler le mode assistant métier. C'est-à-dire, moi, je place plutôt l'agent conversationnel, en tout cas la partie IA générative, comme un soutien, un allié, mais pas forcément une fin en soi. Donc l'assistant métier, là, on va vraiment verser dans ce qu'il a pu apporter dans la formation, et on a vraiment plongé au cœur de la rédaction d'un certain nombre de documents clés que connaissent bien les collègues de la formation, comme les fiches programmes, comme les déroulés pédagogiques, hein, ce qu'on appelle parfois les séquencements de formation. Vraiment une plongée dans ce deuxième mode sur la rédaction d'outils, de supports, de contenus utiles, cette fois directement intrinsèquement au programme de formation. Pour pas les citer, des rédactions par exemple de quiz, ou encore typiquement, et on le voit arriver avec les IA génératives dans les outils auteurs des plateformes digitales, c'est le cas de la mienne, eh bien des API branchées donc entre guillemets sur ces IA génératives, pour faire simple, qui vont nous permettre d'avoir des générateurs automatiques de questions pour nos contenus de formation fondés sur l'ensemble des documents
décrivant un contenu donné auquel l'IA générative va pouvoir avoir accès. Ça, c'est assez formidable. C'est un gain de temps énorme. Quand vous savez normalement qu'un quiz bien fait, hein, c'est-à-dire une question et l'ensemble de ses alternatives, ça peut parfois représenter 1 heure de travail. Quand vous voulez avoir 4 alternatives relativement différenciées pour qu'il y ait un doute, hein, et un travail de choix utile dans le QCM, là, on a évidemment une utilisation extrêmement intéressante. Il y en a une aussi qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux, mais que même en formation, nous avons tenté, c'est la génération d'images, hein, car il y a aussi toute une collection d'outils dans le domaine de la génération d'images qui vous permettent d'exprimer de façon imagée un concept, ce qui pour nous en formation, et vous savez qu'en formation, on parle beaucoup de marketing de la formation, hein, qui est souvent un talon d'Achille dans les départements formation, hein, même un nouveau métier très important, requis de plus en plus, eh bien on va pouvoir travailler de la génération d'images, voire de la génération de vidéos, à partir de textes que d'ailleurs on aurait pu nous-mêmes directement pré-générer par un autre outil d'intelligence artificielle. Donc là, vous avez un deuxième cœur d'utilisation, vraiment le mode assistant métier, complètement centré sur la formation, qui va permettre quelque part de venir appuyer le pédagogue, la pédagogue, sur ces activités très dédiées formation. On a même testé un troisième mode, alors que moi j'appelle le mode entraînement, qui est un espèce de mode de conversation finalement avec l'agent conversationnel, par exemple pour s'entraîner dans le domaine des langues, typiquement en lui demandant par exemple de corriger les questions qui sont mal posées. Donc en fait on travaille à la fois le fond et la forme de la conversation, ça c'est assez bluffant. Et puis, je vous parlerai peut-être sur un exemple plus fin tout à l'heure, un exemple plus concret. On utilise beaucoup les IA génératives pour générer ce qu'on appelle des scénarios interactifs d'apprentissage, qui sont également des sujets qui nous intéressent énormément. Donc, vous voyez, il y a vraiment comment dirais-je, énormément de choses, un foisonnement d'idées, et il est évident qu'il va falloir aussi mettre un peu d'ordre. C'est pour ça qu'arrive maintenant une époque plutôt un petit peu de formalisation, d'accompagnement. Et là, on s'est lancé en inter-entreprise avec plusieurs de mes collègues sur la rédaction en fait d'une matrice qui va croiser les rôles clés, les métiers clés de la formation sur un axe, avec les usages, les cas d'usage ou les use cases sur un autre. Et à la croisée des chemins, vous allez trouver des descriptifs de prompt, puisque le prompt, hein, vous savez, c'est vraiment la racine à partir de laquelle vous exprimez une question, et plus cette question est bien posée, meilleure évidemment est la réponse de l'agent conversationnel, et il va donc y avoir également demain à faire non seulement un tri, une formalisation, mais j'ai envie de dire aussi une éducation du prompt, qui va être très très importante pour bien interroger en fait l'agent conversationnel. Alors, c'est impressionnant parce que vous nous avez vraiment expliqué, en fait, les différentes catégories dans le domaine de la formation qui peuvent être impactées par les IA génératives, et puis cette volonté avec des collègues d'autres entreprises de mettre de l'ordre et de proposer vraiment des outils pour peut-être des plus petites entreprises qui Exactement. pourront comme ça aller plus vite et utiliser ces outils sans en avoir peur. Alors moi j'ai une Complètement. question, vous êtes dans le domaine de la formation, vos collaborateurs qui ont envie d'apprendre à utiliser les IA génératives, qu'est-ce que vous leur dites en termes de méthodologie d'apprentissage? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses et tous les jours, il y a 15 outils nouveaux qui arrivent. Comment Complètement. vous les rassurez, vous les aiguillez et vous leur donnez peut-être les bons conseils? Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, finalement, on vit sur les IA génératives, ce qu'on vit déjà dans d'autres territoires de pédagogie et d'apprentissage. Regardez la réalité virtuelle, hein, il y a énormément de choses sur le marché. Alors nous, comment on s'y prend? Bah, tout d'abord, on a en place un plan, hein, des innovations pédagogiques et digitales qui va permettre de nourrir nos réflexions, mais en même temps de rationaliser nos choix. Ça veut dire qu'on va plutôt regarder peut-être un sous-ensemble d'approches et d'outillages sur lesquels on va mener les analyses nécessaires. En particulier, on en reparlera peut-être en fin de discussion sur les points de vigilance à avoir en tête. On va regarder les aspects sécuritaires, on va regarder en fait tous les domaines afférents à l'outil pour le qualifier en interne et ensuite pouvoir le déployer, par exemple, sous le format d'une formation, d'un webinaire ou de toute autre chose. Donc, notre rôle pour nous, c'est quand même d'aider l'apprenant au final qui voudrait se lancer à s'y retrouver, vous avez raison. C'est quand même une galaxie de possibilités qui ne cesse de grandir, comme on le voit déjà dans d'autres territoires d'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle vraiment notre plan d'innovation va chercher également les outils qui nous semblent les plus pertinents par rapport également aux enjeux de l'entreprise. Alors je voulais citer un cas concret, hein, où là on descend vraiment vers l'apprenant qui va être le client de cette application.
on a vraiment perçu un énorme potentiel, donc on le disait tout à l'heure, hein, sur les arbres quelque part scénaristiques, hein, interactifs, donc qu'on utilisera nous très prochainement. Hein, donc on a un proof of concept en cours pour de qualification de l'outil qu'on a sélectionné, qui va nous permettre de mener à base d'intelligence artificielle de fausses vraies conversations, donc en gros entre un apprenant et par exemple un faux manager, pour que l'apprenant, par exemple, s'entraîne lors de l'entretien managérial. Et en fait, le scénario lui-même va être élaboré avec l'IA générative, c'est-à-dire qu'on va pouvoir scénariser le dialogue, et ensuite l'IA elle-même, lors du déroulé du scénario, en fonction de l'apprenant et de son comportement face à l'IA va sélectionner les bonnes branches du scénario et emmener l'apprenant dans telle ou telle branche de façon dynamique, comme si on menait une vraie conversation, ce qui est d'ailleurs assez bluffant. Et là, vous avez un bon exemple de récupération d'une solution qui va être intégrée dans les parcours de formation de notre université, parce qu'on a une vraie croyance dans l'impact que peuvent avoir ce type de scénarii interactifs d'entraînement de façon neutre, sans être face à une vraie personne, et donc de pouvoir s'entraîner régulièrement, par exemple pour des forces de vente, par exemple pour l'apprenant et son manager, de façon neutre, et là c'est intéressant, grâce à l'IA va être capable de détecter dans le dialogue, non seulement d'aller dans les nœuds utiles du scénario qu'on aura lui-même rédigé avec de l'IA générative, les mots-clés qui sont prononcés pendant la conversation, et de relier la conversation à un socle de compétences attendues qui va permettre de mesurer la performance de l'apprenant lors de la conversation. C'est extrêmement puissant. Donc vous imaginez pour des forces de vente, eh bien vous avez un socle de compétences préalables. L'IA va travailler à étudier la performance de l'entretien et on va être capable de dire voilà comment tel ou tel vendeur a performé pendant l'entretien avec l'IA. Alors, cet exemple est assez impressionnant et en même temps, j'ai tout de suite envie de passer à la séquence des points de vigilance, des limites. Bien Comment sûr. vous faites pour mettre des contenus ou des questionnements sans toucher à vos données confidentielles? Parce que Oui. j'imagine que former les commerciaux, c'est un vrai enjeu. Absolument, Oui. absolument. Alors la question est excellente. C'est pour ça que vous avez de plus en plus de partenaires qui négocient des solutions de connexion avec les solutions d'IA générative. Là, je le cite pas forcément, mais le partenaire que nous avons a déjà une solution qui incorpore l'algorithmique dont nous avons besoin, mais qui est donc sécurisée d'un point de vue sécurité et RGPD. Vous voyez l'astuce? C'est comme, par exemple, je vous disais tout à l'heure, dans notre portail du digital, pour les auteurs-autrices du portail, notre partenaire vient de signer un accord avec OpenAI pour une API dédiée à la formation directement dans le portail qui va générer automatiquement les questions, les quiz pour les collègues auteurs-autrices participant à la création des contenus dans le portail du digital, avec donc toute la sécurité qui va bien et le stockage des données au bon endroit. Vous voyez, donc entre un usage personnel sur une IA où il faudrait éviter, vous avez parfaitement raison, d'aller mettre des données confidentielles, et un accord entre un partenaire de la formation et OpenAI à l'arrière, c'est tout bénef pour nous, puisque ça nous permet de travailler avec un pro de la formation et de la pédagogie, qui lui-même a déjà négocié les accords qui vont bien pour qu'on puisse se servir de façon saine et utile et impactante de l'IA générative directement dans leurs produits. Et c'est ce que nous faisons. Ah oui, donc tout à fait. Donc vous avez contourné en fait le problème de la sécurité des données Entre autres. en demandant à vos fournisseurs en fait de montrer patte blanche quoi et d'avoir Oui, explicabilité, parce que le transparence. partenaire va pouvoir montrer Bien qu'il sûr. a tous les feux verts vis-à-vis, et c'est normal, des questions de sécurité qui sont très importantes, hein, relativement à l'usage de ces données-là. Et on passe évidemment au crible toutes les applications que nous qualifions par le plan des innovations pédagogiques et digitales. Et lorsqu'une application a vocation à être démocratisée, pour revenir à votre question d'origine, nous allons lui associer un plan de formation gratuit mais obligatoire, pour que les hommes et les femmes de l'entreprise qui sont impliqués dans le transfert, hein, dans la transmission des savoirs, puissent prendre en main l'outil auteur, le nouvel outil auteur, et puissent commencer à créer elles-mêmes du contenu avec. L'université, finalement, vous avez compris, a un rôle un peu de centre d'expertise avec vraiment une logique de service. On qualifie en centrale les aspects financiers, les aspects techniques et sécuritaires, bien sûr les aspects pédagogiques, et lorsque la solution est qualifiée et qu'elle est compatible pour un déploiement plus large,
on va la mettre à disposition de l'ensemble des filiales de la société qui vont pouvoir du coup s'autonomiser, se professionnaliser sur cette nouvelle forme, je dirais, méthode ou approche pédagogique. Et est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance peut-être à prendre en compte? Oui, alors bon, on l'a dit tout à l'heure, donc vous avez parfaitement cité les aspects sécuritaires, à voir comment et sous quel format vous utilisez l'agent conversationnel, bien sûr. Il y a aussi, on l'a cité tout à l'heure, ce phénomène d'effervescence dans lequel on peut quand même se perdre. Donc je pense quand même qu'il faut rationaliser et faire des choix chacun à son niveau, et vous ne pouvez pas envoyer les gens vers une vingtaine d'outils simultanément, ça n'a aucun sens. Vous pourriez y passer une vie à tous les qualifier dans votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 2 après la sécurité de vigilance. Moi, j'aime bien l'appeler effervescence, c'est-à-dire contrer ce problème d'effervescence, quitte à faire des choix stratégiques. Le numéro 3, je pense que c'est un point pour nous d'anticipation, c'est-à-dire que les métiers, les nôtres comme les autres, vont muter. Et je pense qu'il va falloir très rapidement, dans le référentiel des compétences eh bien, des hommes et des femmes de la formation, rajouter cette nouvelle corde, et on veut le dire quasiment quand ce sera plus formel et plus mature, cette nouvelle compétence, par exemple, dans les recrutements. Vous avez vu, la crise sanitaire a transformé la classe virtuelle en must-have, alors qu'il y a quelques années avant, on pouvait encore prétendre à un emploi, je pense, en formation, en ne maîtrisant que le présentiel synchrone. Aujourd'hui, c'est très difficile d'être recruté, à mon avis, dans une université d'entreprise, sans avoir la classe virtuelle dans les fondamentaux de son CV, dans les musts de son CV. J'ai envie de vous dire que pour nous, troisième point de vigilance, donc après la sécurité et l'effervescence des initiatives, c'est le point de vigilance de l'anticipation. Ça veut dire que très vite, il va falloir, entre guillemets, s'équiper pour ne pas rester sur le pas de la porte en matière de formation, en ayant cette nouvelle compétence en tête qui va monter, comme on a eu longtemps et on l'a aujourd'hui, la curation des contenus, ou encore le marketing de l'offre. Pour moi, ça va rentrer dans la collection des compétences incontournables, très rapidement à mon avis, des départements de formation. Ça, c'est un point pour moi très important. Et puis le quatrième, pour moi, point de vigilance, j'ai envie de dire, c'est nous-mêmes. Et on en avait un petit peu parlé. Je pense qu'il va falloir se questionner sur ce que nous ferons de tout ce temps libéré par ces IA génératives, parce que l'idée serait quand même pas de virer dans l'oisiveté, avec un point de vigilance qui est lié au fait que on va encore augmenter notre dépendance à donc ce qu'on appelle parfois les savoirs externalisés, c'est-à-dire que le jour où la machine s'arrête, est-ce qu'on s'arrête? Et donc il y a vraiment cette question, nous, quatrième point de vigilance, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait du temps que nous libèrent ces nouvelles facilités? Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt à pousser une nouvelle forme d'excellence qui ferait primer l'humain et les compétences afférentes? Et pour moi, là, je vois vraiment ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. À nouveau, c'est pas nouveau, il est déjà là, mais alors là, ça monte en force. Les modèles comme le modèle des 4 C de Jérémy Lamry, enfin que Jérémy Lamry, en tout cas, cite dans son excellent livre Les compétences du 21e siècle, à laquelle d'ailleurs, moi, j'ajoute volontiers la curiosité, parce que c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Et pour moi, donc, il y a tout ce travail de vigilance sur nous-mêmes, qui passe par qu'est-ce que je fais demain que je ne faisais pas en libérant quelque part mon cerveau des charges de créativité que l'IA va pouvoir récupérer, et comment je reste quand même très vigilant sur cette dépendance qui va augmenter vis-à-vis de moi, parce que demain, à quoi je sers si quelque part je ne conserve pas un minimum de savoir internalisé pour rester quelque part maître de mon destin. Merci beaucoup, Jean-Roch. Dernière question, peut-être très rapidement. Est-ce que vous avez au sein de Safran une charte liée à l'IA de confiance? Est-ce que c'est quelque chose vers laquelle vous allez réfléchir? Est-ce que ça vous semble important, ou est-ce que vous utilisez RGPD et les règlements européens Alors, comme base et suffisamment? oui, pour l'instant, à ma connaissance, c'est ce que nous utilisons, et ce qui est bien fait dans les qualifications des outils. Mais il y a beaucoup dans les entreprises de réflexion, bien sûr, sur l'utilisation de ces outils-là. On l'a vu, certaines entreprises en ont bloqué l'accès. Il y aura donc certainement demain à relégiférer ou à légiférer de façon additionnelle sur l'arrivée de ces nouveaux champs des possibles, qui posent évidemment des questions de positionnement, de vigilance, de sécurité. Alors, c'est très évident que je pense, et je le parie fortement, qu'on aura évidemment de nouvelles contraintes certainement qui vont se greffer dans l'avenir. Enfin, en tout cas, vous l'avez cité, il y en a une qui est importante, c'est-à-dire qu'on n'y mettra pas de données confidentielles tant qu'on n'a pas la garantie qu'on est dans un système totalement hermétique et protégé, de toute évidence. Merci infiniment, Jean-Roch, pour tout ce partage très détaillé. Donc, je vais essayer de résumer en 3 idées. Avec La plaisir. première idée, c'est votre magnifique catégorisation sur l'impact en fait de ces IA génératives sur la chaîne de la valeur de la formation.
Mmh. Donc, vous avez cité en fait tout ce qui est lié au texte, à l'image, pour la synthèse et pour l'ensemble des prompts, hein, de la création. Ensuite, tout ce qui est autour de l'expert métier, puis tout ce qui est autour des Oui. scénarios et de l'évaluation. Avec donc d'autres entreprises, vous créez et on a hâte de la voir. On en fera vraiment une communication dès qu'elle sera sur les réseaux Mmh. sociaux, une matrice pour aider à catégoriser en fonction donc des usages. Et donc, vous allez mettre à disposition des prompts, hein, pour tous les responsables formation, Oui, c'est ça PME et l'idée. autres. C'est important. Donc, c'est un Ouais. très bel partage pour la communauté. La deuxième idée, c'est qu'en fait, vous montrez bien en fait les limites qui sont autour, bien sûr, de la confidentialité des données, mais qui sont aussi autour de la complexité, vous les avez citées, et il y a des limites à prendre en compte à tous les niveaux et au niveau de l'évolution de son métier de formateur. Et ces Complètement. limites, donc elles doivent être des opportunités. Et le troisième grand sujet, c'est qu'en fait, vous donnez beaucoup d'exemples d'une volonté de travailler en écosystème avec des partenaires, avec des Mmh. startups, des fournisseurs, d'autres entreprises, et qu'en fait, j'ai l'impression que cette volonté, c'est de tester, de partager, d'apprendre des autres, et qu'on est à un tournant où dans la formation, on ne peut plus être replié sur son entreprise. Il faut aussi savoir développer des tentacules extérieurs pour capter les tendances et co-créer avec d'autres, parce que tout va si vite qu'on C'est pourrait ça. vite s'essouffler. Merci beaucoup pour l'ensemble de votre témoignage.